l'orthopédagogie et quand s'alarmer face à des difficultés. L'ortho vient du sens de correct, de redresser. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'explique quand les gens me disent « Mais c'est quoi de l'orthopédagogie par rapport à de l'orthophonie, de l'orthopédie, comme on dit même des fois, puis pédagogie, l'apprentissage. » Donc, je leur dis, c'est de redresser les apprentissages. J'y vais le plus simplement possible, comme on fait avec nos élèves. Quand est-ce qu'on se réfère à l'orthopédagogue? Déjà, les signes. Donc, on va y aller déjà avec la définition quand je mets la formation de l'orthopédagogie au Québec, c'est que moi, j'ai été formée au Québec. À l'université, c'est une formation de 4 ans à temps plein. Comment c'est implanté? C'est que c'est une profession qui est une science de l'éducation, puis qui a un domaine d'expertise qui vise, on a 2 volets, l'évaluation et l'intervention. Des apprenants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage et qui sont sinon susceptibles à en avoir. Ça veut dire que ce sont des élèves à risque des élèves qui sont un petit peu plus faibles dans les, voilà, quand on voit par rapport à, ça peut être dans la lecture, la fluidité, la compréhension, en mathématiques, le sens des opérations, ça peut être aussi dans la lecture des consignes, mémoire de travail. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que si c'est un petit peu plus faible dans des facultés de mémoire de travail, de la planification, de l'organisation, tout ça, si ce n'est pas stimulé, si la lecture est peu fluide, il y a une lenteur, mais c'est sûr que d'année après année, on accumule des retards, puis ça crée des difficultés, puis bon, donc c'est ça quand on dit des élèves à risque de. C'est ces élèves-là aussi qu'on va aider, pas seulement, donc je tiens à le répéter, pas seulement des élèves qui ont un diagnostic avec un trouble d'apprentissage. On a un volet vraiment très fort, je trouve, dans l'intervention. Ça veut dire que nous, quand on intervient, on n'est pas obligé de partir avec une évaluation. On peut faire des évaluations qui sont un peu de type maison, si on veut. On est dans l'évaluation, on est toujours constamment en train de prendre des notes évolutives sur sa réponse à l'intervention. Donc, comment l'intervention, est-ce qu'elle est bénéfique ou non? Est-ce qu'il y a une réticence, une résistance? Est-ce que ça reste encore difficile malgré plusieurs moyens que j'ai mis en place? Et donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va déterminer, OK, est-ce que mon élève a besoin de faire une évaluation plutôt du domaine de la santé avec un psychologue, avec un orthophoniste, avec un neuropsy, parce que je vois qu'il y a un blocage, qu'il y a une résistance, ou non, au contraire, je vois qu'il est vraiment dans le progrès. Puis nous, c'est ce qu'on cherche, c'est sûr. On cherche à ce que ça aille mieux, puis on ne cherche pas nécessairement à mettre ce qu'on dit par rapport à une étiquette. Quoi qu'il y ait un diagnostic, on pourrait en reparler très longtemps dans d'autres conférences. Est-ce que c'est bien ou non? Je pense que c'est essentiel aussi pour que l'élève soit compris puis qu'on ait le code de comment intervenir avec cet élève-là, même malgré dans une dimension de conception universelle des apprentissages ou d'inclusion, bien sûr que ça nous aide de vraiment avoir un profil d'apprenant et d'intervenir en fonction de ses besoins. Comment que l'orthopédagogie est pratiquée, donc ça peut être dans les méthodes de travail, ça peut être en mathématiques, des résolutions de problèmes, c'est très varié. Hein? L'orthopédagogie, on est vraiment sur des cas particuliers, sur les élèves, on s'adapte à eux. Donc voilà, on va voir comment que l'orthopédagogie est une pratique qui est ludique. Nous, avec ADR, c'est sûr qu'elle est très interactive parce qu'on fait tout en ligne. Voilà, donc ça nous amène à répondre à notre question d'origine. Mais pourquoi qu'on se référerait à l'orthopédagogue? Parce que bien souvent, hein, nos élèves se trouvent, ça peut être pas nécessairement là, en très grande souffrance, quoique oui, je dirais qu'il y a différents niveaux de souffrance face à leur situation. Hein. Ça peut être des échecs à répétition, ça peut être un malaise par rapport à, des fois, on a des personnes qui sont plus compétitives, qui voient que leurs amis ont tout le temps fini avant eux, donc eux, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est à différents niveaux, mais c'est une situation, c'est sûr que nos élèves, ils s'en rendent compte que c'est plus difficile à l'école, puis ils se disent, ben voyons, pourquoi, me semble, j'étudie, j'ai fait mes mots de vocabulaire, ou tu sais, c'est pas, c'est entre vous et moi, je pense, c'est pas vrai l'affaire de, il y a un poil dans la main, ou tu sais, on a tellement des élèves qui sont pas paresseux, puis s'ils montrent des signes de paresse,
même si j'aime pas ça dire ça, mais des signes de réticence ou qui n'ont pas envie de le faire, d'isolement, c'est souvent parce qu'ils ont une carapace, c'est souvent parce qu'ils ont tellement foncé dans des murs qu'à un moment donné, ils ont mal, ils n'ont plus envie. Alors, ils préfèrent juste plus y aller. C'est un peu cette image-là. Donc, on est beaucoup avec des élèves que c'est sûr que la motivation est plus difficile, est plus basse, l'estime de soi a été atteinte. Donc voilà, je dirais que c'est un peu le profil de nos élèves. Il y a plein, avec tellement de bons côtés, des enfants qui sont généreux, mais qui ont plein d'humour. Ça peut être des enfants. Dès que tout cet univers-là où ils se sentent coincés sous tension parce qu'ils ont eu des expériences plus négatives, on les voit sous un autre jour. Hein? C'est des élèves, ils peuvent être très bons ou pas bons, puis c'est pas grave, mais qui aiment faire de la musique, faire du piano, faire du violon, ou le dessin, des talents en dessin, puis c'est pas grave s'ils ne sont pas, mais ils aiment ça, puis ils ont du plaisir, puis ils se sentent bien. Ça peut être dans des sports. Moi, j'en avais un, il était bon au tennis, puis c'est là qu'il se réalisait, puis il avait besoin de se décrocher, puis je dirais, encouragez-les, vos enfants ou vos élèves, à faire des activités qui les mettent dans des circonstances valorisantes ou qui se sentent bien, qui se sentent épanouis. C'est très important de sortir de tout ce contexte. Bien sûr que c'est important, là, la lecture, puis de savoir lire, puis d'écrire, c'est de l'accès aux informations, mais c'est quelque chose, puis le bien-être aussi, hein, c'est ce qu'on souhaite. Voilà, donc on a tendance quand même à vouloir parler toujours des bons côtés, des émotions positives, mais c'est important de s'ouvrir sur aussi qu'est-ce que mon enfant vit, puis selon ce qu'il vit, puis si c'est difficile, bien, il y a des ressources pour qu'il aille mieux. Et l'orthopédagogie en est si ce sont des difficultés qui sont au niveau scolaire. Nous, c'est sûr que tout ce qui est par rapport aux apprentissages, elle est là, notre expertise. Elle va être là, notre compétence dans des manières de lire de manière plus fluide, de mieux comprendre notre texte. On va avoir beaucoup de stratégies pour ensuite aller répondre. Des fois, on comprend le texte, mais là, on n'arrive pas à associer la réponse avec la question. Voilà, donc il y a des pratiques qui sont plus efficaces que d'autres. C'est ce qu'on apprend, nous, en tout cas, à l'université, où il y en a beaucoup qui continuent maintenant aussi à la maîtrise pour se perfectionner. Je vous dirais qu'en 3 mots, consulter en orthopédagogie, c'est pour un service d'aide qui va être durable parce que ça va être efficace et parce que l'orthopédagogue va travailler en collaboration. Moi, quand j'ai commencé à travailler là, en orthopédagogie dans le système scolaire français, j'avais l'impression, comme je disais tout à l'heure au début pour ceux qui étaient là, j'avais l'impression que c'était une impression. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, que c'était un fait, mais mon ressenti, c'est qu'on ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais quand je disais que j'étais orthopédagogue parce qu'on associait beaucoup ça à soit de l'aide aux devoirs ou alors entre l'orthophonie. C'est vraiment une profession qu'il fallait que j'essaie de justifier, on dirait. Alors ça, c'est il y a longtemps quand même. Hein. On parle des années en 2012. Mais bon, après, en travaillant aussi avec les écoles, là, on voit un peu plus, justement, quand je dis collaboration, on voit un peu plus les enseignants souvent, on communique, ils voient ce qu'on fait avec l'élève et là, ils voient beaucoup que c'est différent finalement de l'aide aux devoirs. Donc, j'ai cherché des solutions pour répondre à tous ces besoins-là qu'il y avait, à la problématique d'aider les élèves en difficulté d'apprentissage, qui soient pour nous souvent expatriés, mais quoique maintenant, on a des élèves aussi en France. Et selon les pays, les villes, c'est ce que je me rendais compte, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de ressources. Parce que je créais des liens avec maintenant ce qu'ils appellent les référents EBEP. Avant, bon, il y avait d'autres thèmes, peu importe. Et c'est comme ça qu'on a créé. Donc, par expérience au lycée français à Mané, justement aux Philippines, on avait mis un pôle qui s'appelle pôle EBEP, avec un psychologue et des coordinateurs EBEP. Et là, vraiment, on a mis une cellule. Puis après ça, tu sais, ça se parle aussi dans le réseau. Et c'est vrai que par expérience, il y a vraiment des impacts positifs. Donc, la durabilité. L'orthopédagogie, je dirais que ça apporte des résultats qui sont sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas banaliser parce que ce n'est pas un pansement sur des blessures qu'on va apporter. Les parents,
ils sont vraiment surpris au début, justement. Quand ils consultent l'orthopédagogue, ils me disent toujours, mais je vois déjà des impacts, puis je vois que c'est pas seulement, c'est global, ça s'applique dans le quotidien, c'est pas seulement dans une dictée. Je le vois qu'il y a beaucoup moins de conflits lors des devoirs, ça s'estompe, on a un bon climat, puis ils voient que justement, on réussit de mieux en mieux. Alors, je donne l'exemple de la dictée, mais après, ça continue. Ils voient on continue des fois des apprentissages en maths, puis là, ils voient. Donc, c'est vraiment, on dit au creux, là, en dessous de la pointe de l'iceberg. On va vraiment creuser, on va au fondement. Puis je vais vous montrer avec une métaphore ensuite. On cherche vraiment à partir de la base solide de l'élève, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, puis on va aller construire avec lui. Donc, je dirais que c'est un processus des fois qui peut être assez long. Il ne faut pas hésiter à le dire aux parents, vraiment. Puis je vous le dis, si vous êtes parent en ce moment, aujourd'hui avec nous, c'est un investissement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que des fois, ça peut être un 3 à 6 mois, ce qui est assez rapide. Mais des fois, on a les élèves jusqu'à 3 ans. Puis, même des fois, ils voudraient donc continuer, mais non, on les encourage à reprendre tout au long, ils reprennent confiance en eux parce qu'ils voient qu'ils vivent des réussites, que ça va mieux, mais ils ont peur des fois parce qu'on peut avoir des élèves avec plus d'anxiété que d'autres ou quoi. Mais c'est aussi d'apprendre à voler de leurs propres ailes parce qu'on apprend aussi à être autonome. Par exemple, avec une pratique qui est explicite, on les amène, on les guide, puis après ça, on le fait seul. Donc, il y a vraiment ce côté de se dire, OK, c'est pour des apprentissages pour tout le temps, mais on ne sera pas toujours là, puis ça va rester encore. C'est rassurant aussi, là. Donc, c'est ça, c'est quand on parle des transferts des apprentissages, ça veut dire qu'il va faire des apprentissages avec nous. Puis, ça ne va pas être seulement dans notre bureau. Parce que souvent, en orthopédagogie, on va être en 1-1, on va le voir là, dans notre table ronde que c'est différents milieux, mais en orthopédagogie, on est quand même beaucoup sur de l'individuel ou sur un petit groupe d'élèves. Donc, c'est sûr qu'il va appliquer des stratégies avec nous, puis on souhaite qu'elles soient appliquées lors des examens, on souhaite qu'elles soient appliquées en classe, on souhaite qu'elles soient appliquées lors des devoirs, qu'elles soient appliquées ensuite lorsqu'il travaillera. Donc, c'est un transfert des apprentissages. Voilà. Je dirais qu'on utilise vraiment des méthodes qui sont probantes. Quand je revenais tout à l'heure à l'orthopédagogie, la définition avec la doc, quand c'est une science de l'éducation, ça veut dire que toutes nos bonnes idées, oui, il y en a beaucoup qui sont créées dans notre tête, qu'on va créer du matériel. On est beaucoup des personnes créatives, les orthopédagogues, mais ça ne sort pas de nulle part non plus. On se base sur des recherches. Donc, ce sont du matériel qu'on va adapter selon les intérêts de nos élèves parce qu'on veut des apprentissages qui sont durables, c'est sûr. On veut que les élèves soient motivés et soient intéressés. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. On avait une élève qui adore, en ce moment, vous devez en avoir, qui adore les licornes. Donc, on a adopté du matériel qui était, alors je ne sais plus c'était quoi, c'était des potions, je pense, de dragon. On a dit que c'était des jus de licorne. Ça, c'est Karine, une orthopédagogue chez nous, chez EDR, qui a fait ça. Puis je trouvais donc que c'est parfait. Puis c'est la même activité. Puis on va encore, mais ça lui parle puis elle est intéressée. Donc, c'est ça quand on dit qu'on utilise notre créativité, mais on se base quand même sur des recherches pour avoir des interventions qui vont être efficaces. Donc, il y a plusieurs éléments de base pour que nos interventions soient durables. Déjà, on va travailler sur la métacognition, travailler sur les fonctions exécutives. D'ailleurs, Perrine va nous en parler tout à l'heure. On va, c'est sûr, donc veiller à l'implication de notre élève. On va favoriser sa motivation. On va renforcer tous ses efforts puis ses réussites. On va s'appuyer beaucoup, on va valoriser aussi ses essais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est sûr aussi que ses réussites, on souhaite qu'elles soient concrètes. Donc, ça peut être d'avoir des petits blocs Lego, d'avoir pas juste de lui dire, il faut des fois qu'il gagne des points, parce que on a tellement des enfants qui sentent ce qu'on leur met au visage, malheureusement, c'est souvent les difficultés, c'est ce qu'ils n'ont pas eu bon. Bien, nous, on essaie de faire l'effet inverse. On essaie de lui mettre en face tout ce qui a bien réussi. Puis, ce qui sont moins bonnes, on les prend en note parce qu'on va aller les retravailler, mais on les met de côté avec l'élève. On travaille quand même la métacognition, c'est important qu'il sache. On ne veut pas qu'il soit des fois qu'il se dise que ben non, tout va bien, c'est pas ça non plus. Mais pour se bâtir, il faut quand même qu'il y ait une base solide en lui aussi. Voilà, donc
Je dirais que tout à l'heure, quand on parlait là, pour les parents qui nous contactent et qui disent c'est quoi la différence avec l'aide aux devoirs, quand je disais que souvent je vais donner pourquoi on consulte l'orthopédagogue, puis c'est parce que ça va être durable. Je dirais que l'aide aux devoirs n'est pas mauvais hein, et va aider certains enfants, mais ça dépend de ses besoins et de sa situation. Donc, ça veut dire que pour un enfant qui n'a pas nécessairement des difficultés, qui n'est pas à risque, c'est juste parce que ça va donner un coup de main aux parents, parce qu'ils sont très occupés ou pour utiliser l'aide d'un tiers parce que le parent a envie de passer du temps de qualité avec l'enfant à faire autre chose que les apprentissages. C'est vraiment quelque chose de parfait, l'aide aux devoirs. Pour un élève qui a des troubles d'apprentissage ou des difficultés, c'est sûr que d'avoir l'aide d'un professionnel, ça va être beaucoup plus efficace et c'est pour ça que je dis que c'est un investissement. Parce qu'il faut le dire, ça a un coût, l'orthopédagogie. On va se le dire, ce n'est pas toujours remboursé. Certains parents, oui. Certains, c'est jusqu'à certaines rencontres, des fois 4 heures, 4 heures. Mais ça a un coût et c'est pour ça qu'il faut dire que c'est un investissement parce que c'est un professionnel qui va intervenir puis il va avoir des impacts pour de vrai, puis pour tout le temps. Donc, ça va permettre à l'enfant de vivre des réussites, d'avoir vraiment des méthodes pour lui, des stratégies qui sont efficaces. Donc, je voulais parler effectivement de la métaphore avec le dentiste. C'est que je voulais parler que lorsqu'on a mal aux dents, c'est concret, on le vit. Hein? C'est sûr que notre enfant, s'il nous dit qu'il a mal aux dents, on va aller consulter le dentiste. Donc, c'est un peu le même principe. C'est juste que les apprentissages, c'est moins concret. On a du mal des fois à comprendre que ça prendrait de l'aide justement d'un orthopédagogue plus que justement de l'aide aux devoirs ou un tuteur. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que je vais aller faire un nettoyage chez le dentiste, aller avec l'hygiéniste dentaire? Peut-être que ça va aller mieux, puis dans 2-3 jours, on va encore avoir mal parce qu'on n'est pas allé en profondeur. Et si là, je vais voir vraiment plus en profondeur, que peut-être que justement, le dentiste va dire, on va aller faire une photo, ils vont voir les racines, tout ça, les pouces. Donc, c'est un peu ça que nous aussi qu'on fait, par exemple, avec une évaluation en orthopédagogie. On va aller voir une photo du portrait d'apprentissage de l'élève, tout ce qui fonctionne bien, ses processus d'apprentissage, on va faire, donc voilà, ses forces, on va aller les ressortir pour les utiliser. Puis, s'il faut faire une intervention, bien, on va la faire un peu comme aussi, il y a de l'accompagnement à l'hygiène dentaire, bien, c'est un peu ça aussi qu'on fait avec les parents. On peut accompagner aussi pour que tout ce qu'on voit en intervention soit réappliqué après à la maison et avec les enseignants aussi. L'efficacité. Je vous expose là, quand on dit qu'on consulte un orthopédagogue, c'est pour gagner en efficacité parce que autant sur le plan financier que sur le temps. Parce que je vais prendre un exemple tout à l'heure, on a parlé là, un peu du dentiste, bien, c'est un peu avec, si je vous parle de, voilà, c'est ici, voilà, d'une maison. Donc, je vous mets les deux maisons. Vous voyez un peu, sont similaires. Hein? Il y en a une qui est un petit peu plus sombre, qui est un petit peu plus tristounette. Bien, je dirais, c'est qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans cette maison-là après des années. On va s'imaginer que, par exemple, qu'est-ce qui a pu se passer? La première, bien, qui était toute plus ensoleillée, par exemple, qui est bien construite, bien, peut-être qu'il y a eu un plan, que l'architecte l'a bien monté, qu'elle a été très droite. Bien, peut-être que l'autre, par exemple, bien, pour différentes raisons, il y a peut-être eu un tremblement de terre, il y a eu des fissures qui se sont créées parce qu'il y a eu un dégât d'eau, ça peut être que la construction a été faite plus rapidement. Il y a plusieurs raisons possibles. Et là où je veux en venir, c'est que c'est un peu ça. Nos élèves, on les prend dans leur globalité, je t'aide trop vite, puis on ne sait pas toujours qu'est-ce qui a pu se passer avant. Est-ce que c'est un trouble d'apprentissage? C'est neurologique, c'est comme ça, puis on prend notre élève avec toute la beauté qu'il est, mais il faut le savoir que ces fondements dans ces apprentissages, ils ont peut-être été un petit peu fissurés. C'est comme si je vais bâtir, moi, ma maison, je vais bâtir mon deuxième étage alors que le premier étage n'est pas terminé. Je fais mon deuxième, je n'ai pas encore mis mon escalier, la poutre est croche. C'est sûr que le deuxième étage va pas, le plancher ne sera pas très solide. C'est un peu cette idée-là de se dire que l'efficacité en orthopédagogie, c'est qu'on va reprendre à la base. Et des fois, je vais même vous dire qu'on déconstruit complètement
pour reconstruire parce que l'apprentissage a été fait, soit ça a été trop rapide ou il y a eu des bris d'écoute. Fait que là, il essaie de recoller tous ces morceaux. Il essaie de tout le temps suivre. Hein? C'est comme le petit canard avec les pattes et ça va vite. Il essaie de suivre, mais il fait tout ce qu'il peut. Puis c'est difficile, mais c'est difficile parce que les bases ne sont pas toujours là. Donc, c'est ce que je voulais vous parler par rapport à l'efficacité, c'est que nos pratiques vont permettre des apprentissages efficaces. On travaille en individuel très, très, très fréquemment. On travaille en petits groupes avec des besoins communs. On va faire manipuler les élèves. On va avancer vraiment à son rythme et on va avoir des aides-mémoires, des stratégies qui vont aller réappliquer. J'en parle beaucoup, mais c'est très important le transfert. On va passer à la collaboration. Alors, l'orthopédagogie, c'est une pratique qu'on fait vraiment en collaboration avec des psychologues, des neuropsys, les enseignants, les parents. Donc, c'est vraiment un professionnel qui aime travailler en équipe, qui aime se concerter, c'est dans notre cadre de référence, de toute façon, en orthopédagogie, en tout cas au Québec, c'est très important de ne pas faire seulement avec l'élève parce qu'on sait que lorsqu'il sort du bureau, sinon, bien, ça va revenir à la semaine prochaine, puis il y a très peu d'impact dans ces temps-là. On souhaite vraiment que les parents, on ait cette collaboration-là pour que ce soit réappliqué. Donc, voilà, je dirais que c'est dans différents milieux, l'orthopédagogie. Donc, quand je vous ai énuméré des professionnels, il y a des orthopédagogues qui travaillent dans des prisons. Donc, sachez-le quand même, c'est assez spécial. Hein? Des fois, on reste surpris. C'est tous les milieux scolaires atypiques, en fait, hein, parce qu'on est des professionnels en adaptation scolaire. Ça peut être dans des hôpitaux, donc des enfants qui, malheureusement, ont une maladie, mais qui ont quand même un peu d'énergie pour poursuivre des apprentissages. Ça peut être, bon, on va revenir de toute façon dans la table ronde, mais tout ça pour vous dire qu'on travaille en collaboration. Notre mission est toujours la même, hein, c'est de faire progresser l'élève en fonction des besoins, en appliquant des stratégies qui sont efficaces et durables. Êtes-vous surpris? Donc, voilà, je dirais qu'on le voit dans nos interventions, hein, quand les parents nous donnent l'autorisation, chez nous, en tout cas chez AIDEA, de communiquer avec l'école, on avance beaucoup plus. On voit qu'on communique avec l'enseignant et que du coup, le discours même de l'enseignant, bien, on se concerte, on avance. On n'est pas toujours, je dirais, d'accord, hein, on va se le dire. Des fois, quand je parle à l'enseignant, on ne sait pas trop ce qui se passe après dans la classe, hein, c'est sûr. Mais on avance. Pour travailler en collaboration avec des enseignants, là, on fait des équipes d'inclusion scolaire. Je vais vous dire que petit à petit, là, il y a du changement. Il faut le savoir. C'est un processus de changement, ça prend du temps, mais on arrive vraiment à mettre des plans de travail pour des élèves qui ont, par exemple, un niveau CM1 puis ils sont en 5e, c'est possible, de mettre des ordinateurs, en tout cas d'avancer vers ça puis que ce ne soit pas que à l'évaluation, au contraire. Donc, il faut le savoir qu'il faut être patient. Hein? En orthopédagogie, je pense que c'est une qualité, hein? Je dirais que c'est une qualité, en tout cas un trait, un savoir-être qu'on doit avoir. Hein? Voilà, donc c'est essentiel et propre à l'orthopédagogie, la collaboration. Donc, on est un professionnel qui est au service des apprentissages en liaison avec différents professionnels. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi on se réfère à l'orthopédagogue, quand est-ce qu'on s'y réfère? Je dirais qu'on entend souvent que ce soit en collaboration avec des enseignants, des fois, ils ne savent pas trop aussi, bien là, est-ce que c'est de la maturité? Est-ce que ça va passer avec le temps? Est-ce que j'attends l'année prochaine? Des fois, j'entends ça aussi, les parents, je ne suis pas certaine. L'enseignant me dit que ça va de mieux en mieux. Bon, je dirais que plus tôt, c'est le mieux. De votre entourage. Des fois, on nous dit, ben c'est correct, là, ton enfant, il court beaucoup, il bouge beaucoup, mais c'est correct, c'est un enfant, tu sais, puis bon, c'est sûr, mais il y a aussi des traits, puis c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc, c'est vrai là, qu'on vient qu'on ne le sait plus quand est-ce qu'il faut s'alarmer, puis on les aime, nos enfants, quand on est parent, on ne le sait pas toujours. Je reviens sur ça. On a des parents, nous, on est du domaine de l'éducation, on a des études universitaires là-dedans, c'est notre passion, on lit pour le travail, mais on lit aussi parce qu'on aime ça. Donc, quelqu'un qui est passionné d'autres qui sont en technologie ou peu importe, hein, il y en a plein des professions, bien, on ne le sait pas toujours.
Donc, il faut se référer au bon professionnel. Donc, des fois, c'est ça. Je dirais que c'est difficile d'être objectif parce qu'on voit notre enfant aussi grandir. On l'aime, on le voit sur plein de profils. On voit qu'il est bon en vélo, fait de la natation. On le voit qu'il se réalise avec ses amis, qu'il a des belles compétences sociales, tu sais, qui est éveillé, il y a du vocabulaire. Tu sais, fait qu'on a du mal des fois à se dire, ben, est-ce que ça vaudrait vraiment la peine? C'est vraiment le professeur? Est-ce qu'il faut qu'il aille voir un orthopédagogue? Tu sais, puis voilà. Donc, et je dirais aussi, selon les pays, des fois, c'est plus connu ou d'autres. Des fois, il y en a peut-être qui ne savent même pas que l'orthopédagogie existe, qui ne savent même pas que c'est un professionnel qui pourrait aller voir. Donc, voilà. Je dirais que le premier élément, c'est de s'écouter en tant que parent. Puis c'est un conseil à vous donner en tant que professionnel quand vous rencontrez des parents. Dès qu'on observe quelque chose qui est une petite émotion, un sentiment, un ressenti, qu'il y a quelque chose qui est différent. Ou si un enseignant nous en parle aussi à répétition, ben, où on le voit des fois dans les commentaires, sur les bulletins, donc les carnets d'évaluation. Donc, c'est le premier indice. Parler à un professionnel, ayez l'avis d'un professionnel. Puis nous, là, en tant qu'orthopédagogue, si on n'est pas la bonne ressource, on va vous référer vers la bonne. On va vous orienter vers l'orthophoniste si c'est ça le besoin, chez l'ergothérapeute, ça dépend du besoin. Si ce sont des apprentissages, c'est sûr que là, on va être la ressource pour votre enfant. On va aller voir des signes. On a parlé tout à l'heure de notre métaphore du dentiste. On a parlé de celle de la maison. Je vais vous parler maintenant de celle du garagiste. Quand on dit qu'il faut écouter des signes, je vous dirais que c'est lorsque vous conduisez. Si vous entendez un petit bruit là, quand vous conduisez, j'imagine, avez-vous tous une voiture? J'imagine que tout le monde ici a une voiture ou en tout cas conduit vous êtes déjà allé dans une voiture, puis quand il y a un petit bruit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous montez le son pour ne pas l'entendre? Est-ce que vous niez qu'il y a du bruit puis on continue? Ou est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on est fâché? Est-ce qu'on appelle pour avoir de l'aide? Est-ce que, tant pis, je pousse la voiture? Est-ce que, donc, voyez un petit peu la métaphore ou est-ce que je vais voir le garagiste? Est-ce que j'appelle pour avoir de l'aide d'un mécanicien, d'une remorque? Bon, c'est un peu l'idée. Je dirais qu'ici, on comprend que l'orthopédagogue agit un peu dans ce cas-là, c'est qu'on ne va pas attendre que ce soit pire. Si on observe que c'est difficile avec notre enfant sur un volet, un axe d'intervention, un domaine que l'orthopédagogue peut aider, bien, c'est sûr qu'on ne va pas attendre que la difficulté soit s'estompe ou que magiquement, tu sais, on a souvent ce réflexe-là de la baguette magique ou la pensée magique, non, ça va aller avec le temps. C'est ça, souvent je l'entends sur la maturité, mais je vous dirais que par expérience, c'est toujours, en tout cas, puis par les recherches, ça ne va pas aller mieux tout seul. Même si on est autodidacte, je veux dire, nos élèves vont bénéficier de nos stratégies. Pourquoi attendre qu'ils perdent confiance en eux, qu'ils soient en souffrance, qu'il n'y ait plus, je ne sais plus que j'ai dit, mais qu'il n'y ait plus d'estime d'eux. On en voit tellement là, comme ça qu'ils pensent qu'ils ne sont plus capables d'écrire alors qu'ils ont tellement d'idées, ils ont tellement des belles histoires. Je les écoute, puis tu sais, des verbaux moteurs, puis je me dis, bien, regarde, on va l'activer, là, puis tu vas voir que tout ce que tu dis, regarde, c'est écrit pour leur rendre compte qu'ils en ont des idées, puis c'est pas vrai qu'ils ne sont pas capables d'écrire. Donc, c'est un peu ça que je veux que vous reteniez, c'est dès les premiers signes que vous sentez que c'est difficile, attendez pas. Parce que l'écart se creuse. Il ne faut pas nier, il ne faut pas monter le son dans notre voiture. Il faut aller chercher. Il faut vraiment régler le problème tout de suite, à la base, le plus tôt possible. Vraiment. Et comme ça, on va éviter là, une boucle, un cercle, un désintérêt. Puis, on va aller avancer avec l'élève et ça va être même quand je dirais des fois que ça va être bien moins cher si on commence dès le début que s'il faut reprendre avec plein de difficultés qui sont accumulées. Hein?
Donc, voilà. Donc, je dirais que les signes, on va aller les voir, mais sachez qu'en orthopédagogie, on part du point X, là où il est, puis on va aller avancer avec lui en fonction de toutes ses forces, ses intérêts, ses qualités, comment il est, tout son profil d'apprenant, sa personnalité. Puis, on va aller l'amener à le savoir qu'il peut croire en tout son potentiel. Puis on va l'aider à utiliser ce potentiel-là et à aider les enseignants quand on peut être en collaboration. Vraiment, on va aller avec les enseignants aussi, leur apporter quand on fait, nous, avec notre accompagnement des enseignants, des portraits de classe, c'est de leur dire justement, un peu comme un chef d'orchestre, que quand enseignant, bien, vous avez votre classe, bien, cet élève-là va pas juste en français puis en maths, puis c'est pas juste ça. Fait que va l'utiliser tout ce potentiel-là de cet enfant-là, s'il est bon, bien, justement, pour aider. Même s'il n'est pas très bon en lecture, ce n'est pas grave, il est bon pour aider. Il va aider à d'autres choses. Il va l'aider dans, peut-être dans, je veux dire, ce n'est pas juste dans les compétences qu'on peut aider. Moi, je le disais tout à l'heure, avant, je n'en parlais pas trop, puis je me dis, bien, c'est un fait, là, quand je parle avec mon frère, avec ma mère, moi, je vais vous le dire, j'ai tellement eu de difficultés à l'école, j'ai commencé à me réaliser à l'université, puis même bravo d'être allée à l'université parce qu'on me disait que je n'irais pas, tu sais. Donc, pour vous dire, quand on se réalise à quelque part, notre élève, là, il va s'épanouir, il va éclore, il va vraiment vous montrer des wow, je ne savais pas ça, tu étais bon là-dedans. C'est ça aussi qu'on veut transmettre aux enseignants, de voir notre enfant ou nos élèves sur ce jour-là. Puis à partir de là, on est souvent avec des personnes sensibles, hein? Dès qu'ils voient que tu sais que j'ai un potentiel, bien, ça ne va pas par mieux. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. Les signes, donc là, vous voyez les petits dessins d'ADR, là, que c'était une amie c'est encore une amie qui a tout créé ça. Donc, il y a des difficultés, je dirais, ça peut être en lecture, bon, je pense qu'en France, c'est un peu différent, mais nous, on intervient beaucoup, c'est à la base d'un professeur en lecture, en écriture, en mathématiques, mais aussi toutes les stratégies de révision en examen. Les fonctions exécutives qui sont au travers de ça. Voilà, donc c'est un peu les signes que vous voyez dans les apprentissages scolaires, tout ce qui est relié avec les intérêts, s'il n'y a plus d'intérêt en lecture, s'il y a un désintérêt, une démotivation qui vous dit qu'il ne veut pas aller à l'école, si vous voyez que le découpage est difficile, bon, c'est sûr que c'est un peu différent parce que, bon, je pense qu'en France, vous avez aussi tous les ergothérapeutes, les orthophonistes, donc vous avez une dynamique assez complète. Nous, en orthopédagogie, on vient vraiment à la base, puis ensuite, c'est complété. Donc, nous, c'est vrai qu'on fait aussi tout ce qui est d'entraînement aux outils technologiques. D'ailleurs, tout à l'heure, vous verrez une petite vidéo sur l'utilisation de Lexibar. Donc, nous, on donne les formations aux logiciels d'aide en lecture et en écriture. J'ai un service de café. Hein, je suis très choyée. Merci. Merci. Et voilà, donc je vous remets un peu les signes sur le site Internet, là, sur ADR, vous allez pouvoir les voir, sont détaillés aussi. Puis je vous redis, vous pouvez télécharger un guide si vous avez des questions, télécharger, ça va vous guider. On a créé des articles. On a aussi, quoi d'autre peut vous aider? C'est ça, l'auto-évaluation. Donc, ça permet de voir plusieurs signes. Donc, cochez ce que vous observez. Puis moi, je vous fais une analyse. Donc, ça peut vous aider. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, autant un professionnel que pour de la collaboration, que vous soyez professionnel, enseignant, que vous soyez un parent. Donc, sur le site d'ADR, vous avez la possibilité de remplir des formulaires. Il y en a plusieurs sur le site, là, comme ça, vous n'avez pas trop à chercher. Donc, soit pour me rentrer en contact directement avec moi, soit pour avoir un devis. Si vous travaillez dans une école, comme je disais tout à l'heure, on a de l'accompagnement avec des enseignants là, où on les accompagne dans l'inclusion. Donc, on avance avec l'équipe. Donc, si vous êtes des parents que vous souhaitez que ça soit mis en place à l'école, n'hésitez pas à leur en parler. Nous, ensuite, moi, je discute avec les proviseurs, les chefs d'établissement. C'est sûr qu'on est dans une dimension assez particulière quand c'est une école privée ou quand ça vient avec l'éducation nationale en France, c'est différent. Nous, on travaille beaucoup au privé, malheureusement, je le dirais, mais pour avoir écrit de nombreux courriers avec l'Éducation nationale. J'ai même, avec le ministère, j'ai un numéro de dossier, on s'écrit, j'ai eu des rencontres, mais bon, on me réfère tout le temps vers, vous savez, Eugénie, il faut aller vers le privé. Bon, malgré une volonté d'aider au public, vous voyez,
c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de changer. Donc, c'est vrai que malheureusement, quand je disais tout à l'heure, ça a un coût, l'orthopédagogie. J'aimerais pouvoir aider en ayant des familles qui sont remboursées. J'avance, j'essaie d'avoir des partenariats avec des assurances, avec des banques. Je ne lâche pas. Pour l'instant, les familles défraient ou les écoles. Sachez que c'est ça. Il y a des écoles qui payent pour qu'on accompagne les enseignants. On a aussi des petits groupes. Natacha va en parler. On a des petits groupes d'intervention, ce qui permet aussi que les frais soient réduits. Donc, quand c'est pour de l'intervention en utilisation d'un logiciel comme Lexibar ou de l'ordinateur, pas seulement l'ordinateur, parce que ce n'est pas comme l'ergo, là, justement. Nous, on est sur des apprentissages en utilisant l'ordinateur. Donc, on a aussi des partenariats avec Fuseau, les ordinateurs Fuseau. On a beaucoup de partenaires. On fait des stratégies de lecture avec les revues, là, J'aime lire, tout ça, les revues Bayard. C'est un projet qu'on a. Donc, si vous êtes enseignant, je vous le dis, vous allez pouvoir voir là, dans nos expertises en exclusion scolaire, vous pouvez aller vous inscrire. C'est un projet qui commence à la fin septembre. C'est des stratégies de lecture à mettre en place dans votre classe. Donc, nous, c'est vraiment là qu'on intervient quand on dit pourquoi l'orthopédagogie. Puis, quand ça arrive, on vient même avant ça, en prévention, là, avec nos stratégies, avec les enseignants. On est avec, comme Michel, elle a monté un projet. On est aussi dans du dépistage. On va le mettre en place d'ailleurs dans un lycée là, cette année, je pense bien, de dépistage massif pour aller faire des groupes d'intervention selon les difficultés qui sont repérées. Donc, ça, sachez-le. Je voulais d'ailleurs aussi vous parler en tout cas, je vais vous parler là, de juste vite la page Facebook d'ADR, d'aller vous abonner si vous n'êtes pas dessus. Parce que c'est là que je mets beaucoup d'informations. On est sur tous les groupes, là, TikTok, Twitter, LinkedIn. Bon, LinkedIn, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est des établissements scolaires, mais les parents, même les enseignants, les orthopédagogues, sur Facebook, je trouve que c'est lui le plus simple. Donc, la page Facebook, elle s'appelle ADR Globetrotter, l'orthopédagogie Globetrotteuse, parce que j'étais une Globetrotter, il faut le dire. Là, on a fait des voyages en sac à dos. Alors, c'est un peu le concept d'avoir combiné l'orthopédagogie, ma passion, avec la personne qui je suis, de mettre de l'orthopédagogie sans frontières, de l'orthopédagogie qui se promène, c'est un peu ça. Mes orthopédagogues sont au Québec, mais sont un peu comme globetrotters, ils se promènent, ils sont connectés de chez eux, il neige, mais ils voient un élève en Guinée, en Espagne, c'est assez intéressant, tout cet aspect culturel. En Éthiopie, des élèves en République dominicaine, voilà, on en a aussi en Australie. Jakarta, Malaisie, bon, on en a, voilà. Donc, c'est un peu le concept. Et voilà, je suis très contente, en tout cas, d'avoir fait cette conférence avec vous. Est-ce que je vous ai remercié? Je voulais dire merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, je vous dis à très bientôt.